La question de savoir ce qui s'est vraiment passé le 7 octobre, encore une fois, sans être complotiste et paranoïaque, elle se posera. Comment un régime aussi incroyablement informé et soucieux de sa sécurité qu'Israël a pu laisser 1200 Israéliens se faire assassiner par des hordes du Hamas? C'est impossible, c'est pas possible, c'est pas sérieux. Personne ne peut plus croire ça. Mais si ils veulent être dotés, pourquoi? C'est parce que simplement ils se disent que si le Libyen Muammar Kadhafi avait été pourvu de l'arme atomique, il serait peut-être encore au pouvoir aujourd'hui. Que si Saddam Hussein l'avait été, comme d'ailleurs les Américains l'en avaient accusé à tort à l'époque, on s'en souvient, eh bien peut-être, il ne serait peut-être pas au pouvoir aujourd'hui, mais en tout cas il aurait prolongé son bail sans doute de quelques années. Donc il ne s'agit pas d'accéder à l'arme nucléaire pour anéantir son environnement, évidemment pas, ils ne sont pas suicidaires, mais c'est une assurance vie, et c'est la seule assurance vie d'un régime, encore une fois, considérablement fragilisé sur le front intérieur. Israël a le droit de se défendre, Clémentine Autain. Oui, mais pas d'outrepasser le droit international, parce que... L'Iran veut détruire Israël. L'Iran le dit. Et Israël veut détruire le peuple palestinien. On va où avec ça? Israël est une menace. Et ce qui Israël est une menace pour la France? Non, Israël est une menace pour le monde aujourd'hui, pour le peuple palestinien d'abord. Bonjour le peuple, j'espère que vous allez bien. Clémentine Autain, ancienne députée LFI, remet en place Jean-Jacques Bourdin à propos de Israël. Vous allez voir que ça lui fait vraiment mal qu'elle défende l'Iran. On va voir aussi Belir Nabli dire les termes sur l'Iran et Israël. On va voir également les dégâts causés par l'armée iranienne sur Bat Yam, Haïfa et Tel Aviv. Le pouvoir iranien envisage d'utiliser les mosquées, les écoles et le métro pour abriter la population. Il continue de dénoncer une agression. Nous ne voulions pas cette guerre. Nous nous concentrions sur une solution diplomatique concernant notre programme nucléaire. Mais cette escalade nous a été imposée. Et la riposte iranienne est implacable. Les salves de missiles lancées sur le sol israélien ont fait plusieurs morts, des centaines de blessés au sud de Tel Aviv et à Tamra dans le nord notamment. Pour Israël, tous les sites du régime iranien doivent être visés. Vous pouvez témoigner de l'énorme destruction causée par un missile iranien ici, mais nous restons déterminés à saper les capacités nucléaires de l'Iran qui menacent notre existence et celle de toute la région. Après des décennies de guerre par procuration et d'opérations ponctuelles, c'est la première fois que les deux pays ennemis s'affrontent militairement avec une telle intensité. Est-ce que vous condamnez les frappes israéliennes sur l'Iran? Oui. Oui, je pense que c'est une façon de faire qui est à la fois illégale sur le plan du droit international et totalement contre-productive. C'est contre-productif parce que on n'a jamais apporté la démocratie avec des bombes, et il me semble que en particulier dans cette région, nous sommes bien placés pour le savoir, après l'Irak, après la Syrie, et Israël, au fond, tente à la fois de régler des problèmes internes en faisant cela, d'essayer de souder sa population à nouveau contre un ennemi, comme il l'a fait très vite après le 7 octobre vis-à-vis du Liban. Et il essaye également de créer un autre sujet de conversation que Gaza, et je le crois aussi d'avoir réussi à faire renoncer Emmanuel Macron à l'égard de ce qui devait se tenir à New York, c'est-à-dire une conférence avec l'Arabie Saoudite pour la reconnaissance de l'État palestinien. Vous pensez que Benjamin Netanyahou a volontairement a fait bombarder l'Iran pour plomber, pour répondre, pour anticiper à la volonté française, avec l'Arabie Saoudite, de reconnaître l'État palestinien? Oui, je pense qu'il y a là un contre-feu. Un contre-feu dans un moment où, à l'intérieur de la communauté internationale, vous avez de plus en plus de voix, y compris des alliés parfois historiques d'Israël, ou en tout cas des voix d'État qui n'étaient pas très critiques à l'égard du génocide perpétré par Israël. Et là, comme il s'en prend au Mollah, eh bien, il crée une forme de solidarité à nouveau. Et je crois en effet que c'est ce qu'il cherche, c'est-à-dire détourner le regard de Gaza et permettre que, par exemple, la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, qui jusqu'ici avaient fait entendre leur voix
pour le peuple palestinien. Et je constate que là, les propos qui sont tenus, c'est du registre de Israël a le droit de se défendre. Bien, Israël a le droit de se défendre, Clémentine Autain. Oui, mais pas d'outrepasser le droit international, parce que l'Iran veut détruire Israël. L'Iran le dit. Et Israël veut détruire le peuple palestinien. On va où avec ça ? On va où avec ça, Jean-Jacques Bourdin ? Est-ce que l'Iran est une menace existentielle pour l'Europe et la France ? Israël est une menace. Et ce qui Israël est une menace pour la France ? Non, Israël est une menace pour le monde aujourd'hui, pour le peuple palestinien d'abord, pour le peuple palestinien d'abord, pour la région ensuite, et je le dis aussi pour le monde. Je vais vous dire pourquoi. Je pense que nous sommes entrés dans une forme de troisième guerre mondiale larvée. Voilà ce qui se passe. Une solution, et vous voyez bien la poudrière dans laquelle on est, l'engrenage de la guerre avec Trump, parce que n'oublions pas Trump dans cette affaire. C'est lui qui est à la manœuvre. Il est instrumentalisé par Benyamin Netanyahou et au fond, il contribue à mettre le feu aux poudres dans une région. Mais fallait-il détruire les installations nucléaires iraniennes ? Il fallait une solution. En prévention. Il fallait. Non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça, je vais vous dire. Il faut une solution diplomatique. Et d'ailleurs, il y avait un rendez-vous pour faire avancer par la diplomatie le fait que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire, ce qui est évidemment un enjeu. Mais ma question est celle presque de l'efficacité, du point de vue du but recherché. Et il me semble que dans cette région en particulier, nous sommes particulièrement outillés pour savoir que ce n'est pas comme ça, en quelque part par la violence, la brutalité, que nous allons arriver à nos fins. Donc cessez le feu. Bien sûr, cessez le feu. Discussion. Bien, Clémentine Autain. Discussion, rapport de force, sanctions, et certainement pas la main faible à l'égard d'Israël. Faisons attention, et j'interpelle le président de la République, Emmanuel Macron, qui a fait une volte-face. Vous savez que la diplomatie française, elle est laminée depuis un long moment, budgétairement, mais aussi dans son influence, parce qu'elle n'a pas de stratégie politique à son service suffisamment opérationnelle. Et les diplomates français, dans leur écrasante majorité, sont en désaccord avec la dimension très erratique des choix d'Emmanuel Macron. Des missiles iraniens fendent la nuit. Beaucoup sont interceptés, mais certains passent au travers. Des défenses antiaériennes. Dans le quartier du ministère de la Défense israélien, particulièrement touché, les habitants sont sous le choc. L'un des missiles a atteint une tour d'habitation. Au bout de quelques minutes, nous avons entendu une très forte explosion. Tout tremblait. Il y avait de la fumée et de la poussière, tout était éparpillé. C'était tellement énorme. Pour moi, c'était clair que l'un de ces deux bâtiments avait été touché de plein fouet. C'était des moments vraiment effrayants. J'espère que tout le monde va bien. Les autorités font état de 3 morts et 76 blessés après les frappes iraniennes. Au même moment, dans les rues de Téhéran, la foule célèbre la riposte. Je suis très contente parce que bientôt Israël sera détruit. Nous montrons notre puissance et nos capacités au monde entier, en particulier à l'Amérique et à Israël. Une riposte après des frappes d'ampleur menées par Israël ce vendredi dès l'aube. Leur cible, Téhéran et de nombreux autres sites militaires et nucléaires. Sur ces images, le site d'enrichissement d'uranium de Natanz. Aujourd'hui, l'armée israélienne dit avoir ciblé des lanceurs de missiles iraniens pour démanteler ses capacités militaires. En tout, 78 personnes ont été tuées, dont 9 scientifiques du programme nucléaire iranien et 2 hauts responsables du régime, dont le chef des gardiens de la révolution et plusieurs généraux. Israël a commencé. Ils ont lancé une guerre. Le régime sioniste a commis une grave erreur. Une énorme erreur de calcul, une faute flagrante. Et par la grâce de Dieu, ses conséquences le mèneront à la ruine. Des frappes dont le président américain avait été prévenu. Jeudi, Donald Trump avait même publiquement tenté de dissuader Israël de les réaliser. J'aimerais éviter le conflit.
L'Iran va devoir négocier un peu plus fermement, ce qui signifie qu'ils devront nous offrir certaines choses qu'ils ne sont pas prêts à nous offrir pour l'instant. Mais pour le Premier ministre israélien, il en va de la survie de son pays. J'espère vraiment que les États-Unis ne vont pas s'y opposer, mais nous n'avons pas le choix. Ce n'est pas un choix binaire, ce n'est pas si nous n'avons pas le soutien américain, nous ne frapperons pas, et si nous ne frappons pas, tout ira bien. Non, si nous ne frappons pas, nous sommes sûrs à 100% de périr, parce qu'autrement ça ne peut pas marcher. Par conséquent, même si ce n'est pas parfait, nous devons le faire parce que nous devons stopper la progression des armes balistiques et nucléaires iraniennes, qui signifierait la fin d'Israël. Hier, Donald Trump a jugé l'opération militaire israélienne excellente, tout en défendant encore la voie diplomatique, à quelques heures du 6e cycle de négociations sur le nucléaire prévu à Oman. Les prochaines attaques prévues seront encore plus brutales. L'Iran doit conclure un accord avant qu'il ne reste plus rien. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé ce samedi que la participation de Téhéran aux pourparlers prévus demain avec Washington n'avait pas de sens, au vu de l'attaque israélienne lancée contre son pays. Maintenant, je pense que les Israéliens sont conscients qu'aujourd'hui, le coût à payer est très cher. Il faut rappeler que les missiles balistiques qui arrivent aujourd'hui sur Israël, il y a des missiles téléguidés aujourd'hui, qui sont El-Qassem, qui arrivent juste à une cible, qui vont passer tout ce qui est Fordoz, Fronde de David, donc tout ce qui est le système antimissile israélien, et qui, moi, me fait plus penser, excusez-moi de cette comparaison, à la Russie en train de bombarder l'Ukraine que les Israéliens sur Gaza. Parce que je trouve que cette relation de causalité, c'est reprendre aujourd'hui ce que dit aujourd'hui l'Iran, parce qu'il faut une justification, et que la justification, c'est de dire, nous, Iran, nous défendons la cause palestinienne, nous sommes contre le Satan israélien qui est en train de génocider les Palestiniens, et ce sera notre réponse. Mais en réalité, quand on regarde dans l'art de la guerre ce qui se passe, aujourd'hui, c'est un conflit à 1200 km, c'est un nouvel art de la guerre, ce sont de nouvelles armes, c'est du balistique, c'est du génie militaire, ça n'a plus rien à voir avec ce qui se passe à Gaza, où on a des troupes au sol. Là, il n'y aura pas de troupes au sol. En effet, le dôme de fer israélien a en partie fonctionné, mais le ciel, notamment saturé par des drones israéliens Shahed, Beligh Nabli, a, semble-t-il, été défaillant, ou en tout cas des missiles ont pu arriver sur le sol israélien. Juste sur ce qu'il s'est déroulé cette nuit, le sentiment, et vous nous en parliez Rina, d'angoisse aussi de la population israélienne. On est parti sur un temps très long, avec des déclarations aussi de responsables israéliens il y a seulement quelques minutes, quelques heures. Oui, le sentiment d'angoisse, on peut l'imaginer. Humainement, c'est tout à fait naturel. Ensuite, malgré tout, on ne peut pas parler d'une mobilisation contre l'initiative de Benjamin Netanyahou, du point de vue politique et du point de vue de la société civile israélienne. Et surtout, eu égard au brouhaha autour de cette séquence assez claire, en réalité, permettez-moi d'en revenir aux faits et à leur qualification de droit international. Ce n'est pas une riposte contre riposte. Historiquement, ce qui va rester, c'est quand même un acte d'agression d'Israël contre un État souverain, l'Iran. Et donc l'Iran, actuellement, exerce son droit à la légitime défense, avec quand même un problème. Leurs missiles, alors je ne sais pas si ils ne sont pas assez précis parce qu'ils n'ont pas les moyens de l'être, mais dès lors qu'ils tombent sur des bâtiments civils, effectivement, il y a un problème qui est susceptible de relever de ce qu'on appelle un crime de guerre. Donc, de ce point de vue-là aussi, même lorsque vous exercez votre droit à la légitime défense, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi, y compris attaquer des populations civiles ou des bâtiments civils. Ce qui est en train d'être fait ces dernières heures. C'est pour ça que je souligne également cet aspect. Même lorsque vous défendez, vous devez mener votre riposte de manière proportionnelle. Mais il n'empêche, factuellement et historiquement, il faut rappeler quelque chose, et je me permets de le faire parce que, y compris du point de vue de la réaction diplomatique, alors américaine, mais ça va de soi. Et on y reviendra d'ailleurs. Mais y compris du point de vue de la présidence de la République, les experts soulignent une rupture dans notre langage diplomatique qui s'est structuré depuis le général de Gaulle autour d'une référence clé qui est le droit international, et notamment le rejet de ce qu'on appelle la guerre préventive, c'est-à-dire s'octroyer le droit d'attaquer dès lors qu'on considère qu'il y a une menace contre notre territoire. Le problème, c'est que c'est très subjectif, et surtout, ça se traduit factuellement par
une agression. Donc un crime Après, international. c'est ce qu'a annoncé aussi Rina Bassi, je dois voir réagir. Le président de la République, vous évoquiez Emmanuel Macron, qui a pris la parole hier et qui dit « Nous ne pouvons pas vivre dans un monde où l'Iran a la bombe nucléaire ». Voilà les propos du président français, justifiant en quelque sorte aussi l'attaque israélienne et ce qu'il s'est produit il y a 48 heures. Oui, moi je suis en aucune manière un porte-parole du gouvernement israélien, mais il y a quelque chose qui n'est absolument pas subjectif. Et ça, c'est l'agence d'énergie atomique qui a dit de façon extrêmement claire, je crois la façon la plus claire, qu'ils ne se sont jamais exprimés, que l'Iran est dans la non-compliance, que l'Iran, de façon absolument consciente, absolument planifiée, documentée également, est en train de marcher vers les capacités nucléaires militaires, pas civiles. Ça, c'était constaté de façon objective, pas subjective. Donc, on peut débattre, est-ce qu'Israël avait le droit ou non? Mais là, cet élément de la défense d'Israël d'une attaque préventive, ça vient en fait de cette fête-là que l'agence d'énergie atomique a constaté que l'Iran ne cherche pas un programme nucléaire civil, que l'Iran cherche à détruire Israël à travers son programme nucléaire militaire. Et on verra, mais plusieurs sites, on le sait, là aussi c'est documenté, ont été visés, plusieurs sites nucléaires, avec ces frappes israéliennes. Maya, vous voyez réagir quant à la volonté, le souhait israélien d'être intervenu il y a quelques heures désormais? Oui, en effet, parce qu'on parle beaucoup de guerre préventive. Il y a un autre concept aussi dans le droit international qui s'appelle la guerre préemptive, en fait. C'est quand il y a un danger imminent, un État qui juge que ce danger vise à le détruire, ou bien qu'il y a une attaque vraiment imminente contre son territoire et son peuple, a le droit d'effectuer une action militaire en attendant que la communauté internationale ou bien l'ONU puisse prendre des mesures contre ce danger-là. Et donc il y a une différence entre guerre préventive et guerre préemptive. Alors la guerre préemptive, c'est un concept qui a été introduit en 2002 à la veille de la guerre en Irak. Bon, ce n'est pas parce que la guerre en Irak elle est critiquable que ce concept-là n'existe pas. La guerre préemptive. Il a été validé en droit international, ce concept? Ce concept, oui. Ah bon? La guerre Donc préemptive, il y a eu un mandat du Conseil de sécurité autorisant l'intervention américaine en Irak en 2003. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Mais il y a une nuance entre guerre préventive et guerre préemptive. Alors pour aller plus loin aussi concernant l'Iran, en fait, vous parlez d'une agression sur le territoire iranien. Le Moyen-Orient, pour y avoir vécu, grandi, je suis né là-bas. Depuis que je suis né, je vois que c'est l'Iran plutôt qui déstabilise tous les pays de la région. Parce que le fait qu'il y ait des bases militaires pour les gardiens de la révolution pendant plus de 10 ans, plus d'une décennie en Syrie, est-ce que c'était accepté par le droit international? Est-ce que ce qui s'est passé en Irak, ça a été souvent pointé du doigt mais on reviendra aussi sur l'obsession de Benyamin Netanyahou contre l'Iran. Là aussi, c'est documenté. C'est l'Iran qui a une obsession, en fait, d'exporter sa révolution. C'est une idéologie. On parle d'une idéologie qui a tué... Je ne parle pas d'Israël aujourd'hui, qui a tué des journalistes, qui a tué des intellectuels. Tous les opposants au régime des mollahs ont été réprimés en Iran, ont été tués dans des pays comme la Syrie, comme le Liban. Le Moyen-Orient est en feu et à sang depuis 1979. Effectivement. Et donc, il y a un véritable problème. Et on en parle fixé à l'Iran. Certains parlent d'une obsession de Benyamin Netanyahou contre le régime des mollahs. Écoutez-le, c'était en septembre 2012 à la tribune de l'ONU. Le temps presse. Il est tard. Très tard. J'en parle maintenant car le calendrier nucléaire iranien n'attend pas. J'en parle maintenant car il s'agit de la survie de mon pays. En parler n'est pas seulement un droit, c'est mon devoir de le faire. Il ne s'agit pas seulement de l'avenir de mon pays. L'avenir du monde est en jeu. Et rien ne peut mettre davantage en péril notre avenir qu'un Iran doté d'armes nucléaires. La menace existentielle qui pèse sur Israël, voilà ce qu'il a toujours dit, Benyamin Netanyahou, n'est ni palestinienne ni arabe, elle est iranienne. On en continue d'en parler ensemble, juste ces images qui nous parviennent en direct. On est très près de Tel Aviv, pardonnez-moi, au sud de Tel Aviv, Rishon-les-Zions, et ces images de dégâts suite donc à ces frappes iraniennes en réponse à ce qu'a mené Israël dans la nuit de jeudi et vendredi, et cette nuit encore. Beligh Nabli, sur la stratégie de Benyamin Netanyahou, sur ce qu'il a décidé finalement
frappé. On parlera de cette préparation, long mois de préparation, et cette archive. Ces mots aussi qui résonnent peut-être autrement en ce samedi matin. Oui, elles permettent de mettre en perspective historique les événements du jour et de ces derniers jours. Il y a cette obsession iranienne, alors qui peut être étayée, parce que vous avez un discours également historiquement de l'Iran qui est très agressif vis-à-vis d'Israël. Et donc, il est possible de faire la démonstration sur la base des discours tenus par les dirigeants iraniens d'une volonté de menacer l'existence d'Israël. De cette menace existentielle, donc. Donc il y a cette assise-là. Le problème, c'est que, en même temps, si on s'en tient au schéma qu'il avait dans les mains, ça s'est avéré faux du point de vue de la menace imminente. En tout cas, ces chiffres d'enrichissement, en effet, il pointait 70% il y a plus de 13 ans, si je ne me trompe pas. Selon l'AIEA, on est à 60%. Mais les experts disent qu'il y a cette volonté, qu'elle est là, elle est bien présente aujourd'hui. Que deuxièmement, Benjamin Netanyahou est lui-même qualifié par ses propres alliés stratégiques en off ou une fois qu'ils ont quitté leur fonction comme un menteur compulsif. Je renvoie aux déclarations connues maintenant de la part de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, plus pro-israélien parmi les présidents français, il n'y a pas. Et pourtant, il avait vraiment une relation très compliquée avec Benjamin Netanyahou, dans la mesure où sa parole n'était pas du tout crédible. Et enfin, il y a également, et je reviens à ce trouble quand même par rapport à la guerre préventive que vient de lancer Israël et qui est assumée notamment par le président de la République, et la manière dont ça pose problème du point de vue du droit international, y compris par rapport à nos positions, par rapport à d'autres conflits concomitants. Aujourd'hui, Israël revendique la menace iranienne, qui serait imminente. Le problème, c'est que moi j'ai à l'esprit également le discours de Vladimir Poutine pour justifier sa guerre préventive contre l'Ukraine. Alors lui était allé jusqu'à parler de régime nazi, bon, c'était délirant bien sûr, mais il avait à l'esprit, on le sait tous, que stratégiquement ce qu'il percevait comme une menace, c'était l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc vous voyez bien que si on entre dans ce jeu, dans ce type de raisonnement, c'est la guerre permanente possible et reconnue au plus puissant en fait. Et c'est la loi du plus fort qui serait établie à la place de quoi ? La loi internationale, le droit international. Après, il y a ces appels à la retenue quand même, qu'il faut retenir de la part notamment des chancelleries européennes, par la voix d'Emmanuel Macron, sans condamner, mais effectivement en disant il faut que cela cesse. Que ça sonne vraiment très bizarre, excusez-moi. Encore une fois, on parle de Benjamin Netanyahou. Alors je le rappelle, il est poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Ce n'est pas n'importe quel chef de gouvernement. Donc si on met, comme c'est systématiquement neutralisé, qu'on normalise ce qui n'est pas normal du point de vue du droit international, il n'y a pas de méchant par nature ou de gentil par nature. On est sur la scène internationale, et le général pourra vous le confirmer. Il y a plutôt que des méchants, je dirais. Ouais, mais il ne s'agit pas de porter un jugement de valeur a priori. Je veux dire simplement en l'occurrence, on normalise ce qui n'est pas normal, ce qui est illégal. Et à force d'euphémiser ce type de situation, nous normalisons également le comportement illégal, voire immoral, de nos propres adversaires stratégiques. D'où certainement des réactions internationales. Je sais, Beligh Nabli, quand on voit ces images, encore une fois, qui nous parviennent en direct, on voyait il y a quelques minutes aussi des drapeaux israéliens qui ont été positionnés. On se dit, oui, trois morts, encore une fois à 7 heures, bilan provisoire. Mais les destructions dans ce village ou cette banlieue de Tel Aviv au sud sont massives quand même. Oui, surtout si c'est ciblé, si les bâtiments civils en question et les résidences civiles en question ont été ciblés, ça relèverait de crimes de guerre. Après, la notion de civilisation de l'abri ou des abris, ça me dépasse un peu. Je pense aux habitants de Dresde ou de Londres durant la Deuxième Guerre mondiale qui étaient dans des abris, dans les caves en question. Il y a eu des dizaines de milliers de morts. Donc je ne pense pas que ça soit une question de civilisation.
Par contre, effectivement... La comparaison ne tient pas. Après, c'est peut-être les expressions aussi ne tient pas. De la fabrication, je ne sais pas ce que ça veut dire. De la fabrication. La culture de l'abri. La culture de l'abri. Oui, bon, culture de l'abri, si je vous laisse avec vos expressions, moi ça me dépasse. En tous les cas, tant mieux. La conclusion, c'est tant mieux s'il y a peu de morts civiles. Oui, et on a eu d'ailleurs des témoins en direct sur notre antenne qui étaient dans leur abri, on les a vus dans nos reportages. Effectivement, alors malheureusement, vous avez à quelques kilomètres des Palestiniens de Gaza qui, eux, n'ont pas les moyens d'avoir des abris face aux bombardements quotidiens israéliens. On est à plus de 50 000 morts, et pour le coup, ils sont manifestement ciblés, et c'est constitutif... Parce que les tunnels sont destinés au Hamas. Juste si on se concentre sur ces images et ce qui est en train de se passer. Les images en question, en question me rappellent ce qui se passe à quelques kilomètres depuis 18 mois, à savoir des bombardements de bâtiments civils avec des dizaines de milliers de morts civils.